à tous, je suis Muriel Bénard et je vous souhaite la bienvenue à ce live d'experts qui est l'occasion de revenir sur le compte personnel de prévention de la pénibilité. En effet, je souhaitais à nouveau aborder ce thème à la lumière des derniers textes qui ont été publiés fin 2015. Tout au long de cette présentation, n'hésitez pas à poser des questions. Je consacrerai quelques minutes à l'issue de la présentation pour y répondre. Tout d'abord, je vous rappelle que le compte personnel de prévention de la pénibilité a été introduit par la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite. Cette loi, par la suite, a été complétée par de nombreux textes, tels que 6 décrets qui ont été publiés le 10 octobre 2014, puis une circulaire du 13 mars 2015, et enfin la loi relative au dialogue social, qui a été publiée au journal officiel du 18 août 2015. D'ailleurs, les dispositions relatives au compte pénibilité figurant dans la loi relative au dialogue social sont une réponse au gouvernement suite aux nombreuses critiques liées à la complexité du dispositif, et le gouvernement a répondu par des mesures de simplification en promettant leur entrée en vigueur avant la fin de l'année 2015. Promesse tenue in extremis puisque les décrets et arrêtés ont été publiés au journal officiel du 31 décembre 2015. C'est le compte pénibilité à la lumière de ces derniers textes que je vous propose d'aborder aujourd'hui. Dans ce cadre, je vais revenir d'abord rapidement sur le dispositif et son fonctionnement, puis je continuerai avec des précisions sur les facteurs de risque professionnel ainsi que sur la méthode d'évaluation. Nous répondrons ensuite à la question de comment déclarer et je continuerai avec des précisions sur les modalités d'utilisation ainsi que sur le financement avec la cotisation additionnelle et je terminerai avec la création de la fiche individuelle de suivi. Commençons par un bref rappel sur le fonctionnement de ce dispositif. Dans le cadre de son obligation de sécurité et de résultat, l'employeur doit identifier les différents dangers présents dans son entreprise, puis il doit évaluer et analyser ces dangers et les risques liés à ces dangers. Tout ce travail d'inventaire des risques présents dans l'entreprise sont ensuite incorporés dans le document unique d'évaluation des risques professionnels qui constitue par ailleurs une obligation pour l'employeur. Mais au-delà de cette obligation légale, ce document unique est également un document utile pour l'employeur puisqu'il sert de repère pour identifier les conditions de pénibilité auxquelles les travailleurs sont exposés. Alors à partir de ce document unique, l'employeur est en mesure de repérer les postes exposés à un ou plusieurs facteurs de risque professionnel et il lui reste à rattacher à ces différents postes les salariés qui occupent ces postes et à les déclarer comme exposés. La déclaration des facteurs de pénibilité, qui est à l'initiative de l'employeur, est une déclaration annuelle qui se fait via la DADS ou la DSN pour les salariés titulaires d'un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à 1 mois. L'ensemble des données ainsi transférées sont collectées par la caisse de retraite en charge de la gestion du compte, à savoir la CNAV pour l'Île-de-France, dans les autres cas la CARSAT ou la MSA pour les salariés qui relèvent du secteur agricole. La caisse de retraite qui collecte ces informations est alors en mesure d'alimenter en points le compte pénibilité des salariés concernés, à savoir les salariés titulaires d'un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à 1 mois, exposés à un ou plusieurs facteurs de risque professionnel, au-delà des seuils. La Caisse met également à disposition des titulaires du compte un portail en ligne, de sorte à ce qu'ils aient l'information nécessaire et qu'ils puissent effectuer leurs formalités administratives. Le titulaire du compte a alors 3 possibilités d'utilisation. Il pourra affecter tout ou partie de ces points pour se former, dans la perspective d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé. Il pourra également utiliser ces points pour financer un complément de rémunération et les cotisations qui y sont liées et ainsi réduire sa durée du travail et passer à temps partiel, ou encore financer une majoration de durée d'assurance vieillesse et partir à la retraite avant l'âge légal. Alors maintenant que nous avons posé le décor, si je puis dire, je vais commencer par les précisions qui ont été apportées sur les facteurs de risque professionnel. Et la première précision concerne une confirmation puisque le gouvernement a confirmé le report de la date d'entrée en vigueur des 6 facteurs de risque professionnel restants au 1er juillet 2016. Depuis le 1er janvier 2015, seuls 4 facteurs de risque professionnel sont applicables. Le travail en milieu hyperbare, le travail de nuit, le travail en équipe successive ou alternante, ainsi que le travail répétitif. Jusqu'alors, normalement, il était prévu que les 6 facteurs de risque professionnel restants entrent en vigueur au 1er janvier 2016. Mais pour laisser davantage de temps aux acteurs de s'adapter à ce dispositif, le gouvernement a reporté l'entrée en vigueur au 1er juillet 2016.
Les autres précisions concernant les facteurs de risque concernent deux facteurs de risque, plus précisément le bruit et le travail répétitif. En ce qui concerne le bruit, rapporté à une période de référence de 8 heures, le seuil d'exposition était porté à 81 décibels au lieu de 80 décibels initialement. Les autres paramètres concernant la pression acoustique ou la durée minimale d'exposition restent inchangés. J'attire également votre attention sur le fait qu'un arrêté du 11 décembre 2015 est venu préciser les modalités de mesurage du bruit. Quant au travail répétitif, il a fait l'objet d'une nouvelle définition. Ainsi, le travail répétitif se caractérise par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur à une fréquence élevée et sous une cadence contrainte. Ainsi, un salarié exposé à ce facteur sera considéré comme exposé au-delà des seuils dès lors qu'il exécute 15 actions techniques ou plus sur une période de référence, sur un temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes, et dans les autres cas, s'il effectue 30 actions techniques ou plus par minute. La durée minimale d'exposition reste inchangée, c'est toujours 900 heures par an. Alors, toujours dans le cadre des précisions relatives aux facteurs de risque professionnel, l'employeur une dernière précision, puisque l'employeur qui détermine que son salarié est exposé au travail de nuit ne pourra pas prendre en compte les éventuelles nuits qui auront été réalisées dans le cadre du travail en équipe successive ou alternante. Les deux ne se cumulent pas. Une fois que l'employeur a identifié les différents risques professionnels qui sont présents dans son entreprise, il va devoir les évaluer. Et la loi relative au dialogue social a offert la possibilité à l'employeur une manière d'évaluer l'exposition de ses salariés de façon collective à partir des accords de branche étendus et des référentiels professionnels homologués. Alors, effectivement, un accord de branche étendu peut déterminer les modalités d'évaluation, les modalités d'exposition des salariés aux différents facteurs de risque professionnel à partir de situations types, en référence à des métiers ou à des postes ou à des situations de travail en tenant compte des mesures de protection collective ou individuelle. À défaut d'un accord de branche étendu, ces métiers, postes et situations de travail pourront également être déterminés par des référentiels professionnels de branche qui seront homologués par arrêté conjoint du ministre du Travail et des Affaires sociales. À ce niveau, sur le référentiel professionnel, les derniers textes qui ont été publiés ont apporté des précisions sur les modalités de cette homologation. Comme je vous le disais, le référentiel professionnel est homologué par arrêté conjoint du ministère du Travail et du ministère des Affaires sociales, après avis du Conseil des orientations et des conditions de travail. Ce référentiel est établi par une organisation professionnelle représentative et il ne pourra y avoir qu'un référentiel par branche professionnelle concernée. Et l'employeur ne pourra appliquer, bien évidemment, que le référentiel de la branche de laquelle il dépend. Le référentiel tient compte des mesures de protection collective et individuelle et collecte l'ensemble des éléments lui permettant d'évaluer l'effectif qui est exposé, l'effectif de la branche qui est exposé à un ou plusieurs facteurs de risque. Le référentiel doit déterminer sa périodicité de réévaluation, de révision, sachant que cette périodicité ne pourra pas excéder 5 ans. Alors les référentiels professionnels homologués sont intéressants pour l'employeur dans la mesure où ils constituent une garantie puisque l'employeur qui applique ces référentiels est considéré de bonne foi et il ne pourra pas se voir appliquer les pénalités pour déclaration inexacte ou pour retard de paiement de la cotisation. Alors à défaut d'un référentiel professionnel homologué ou d'un accord de branche étendu, ce sera l'employeur d'évaluer l'exposition de ses salariés en tenant compte des conditions habituelles de travail, en moyenne sur l'année, après application des mesures de protection collective ou individuelle et à partir des données collectives du document unique d'évaluation des risques professionnels. L'évaluation de l'exposition se fait une fois par an, de même que la déclaration de l'employeur qui se fera également une fois par an. La loi relative au dialogue social a supprimé la fiche pénibilité pour la remplacer par la déclaration annuelle des facteurs de risque professionnel dès lors que le salarié est exposé à un ou plusieurs de ces facteurs au-delà des seuils. Cette déclaration annuelle se fait de façon dématérialisée via la déclaration annuelle des données sociales, DADS, ou via la DSN, déclaration sociale nominative, auprès de la caisse de retraite en charge de la gestion du compte, comme on l'a vu précédemment, la CNAV pour l'Île-de-France, dans les autres cas la CARSAT ou la MSA pour le secteur agricole.
Alors, un des décrets publiés précise que la déclaration annuelle ne se fera plus au plus tard au 31 janvier de l'année qui suit, mais au terme de chaque année civile et au plus tard au titre de la paie du mois de décembre. Pour un salarié dont le contrat s'achève en cours d'année, cette déclaration des facteurs devra se faire avec la paie effectuée au titre de la fin de contrat. La déclaration a pour objet de préciser les facteurs de risque professionnel auxquels sont exposés les salariés, ainsi que la période d'exposition. Et à ce titre, le principe n'a pas changé. On reste toujours sur le fait qu'un contrat égale une période d'exposition. Ainsi, lorsqu'un salarié est employé toute l'année, la période d'exposition correspondra à l'année civile. Un salarié dont le contrat débute ou s'achève en cours d'année aura une période d'exposition qui sera celle couverte par la durée du contrat. Et si un salarié cumule plusieurs contrats de travail au titre desquels il est exposé à un ou plusieurs facteurs de risque, alors les facteurs de risque et les périodes d'exposition seront déclarés contrat par contrat. Une autre précision intéressante apportée par les décrets est la possibilité pour l'employeur de rectifier les données ainsi déclarées en cas d'erreur. Ainsi, en cas d'erreur, il est prévu que l'employeur puisse rectifier sa déclaration initiale dans un délai de 3 ans si la rectification est en faveur du salarié. Et dans les autres cas, au plus tard, au 5 ou 15 avril de l'année qui suit, l'année au titre de laquelle la déclaration a été effectuée. À titre dérogatoire, il est laissé un temps supplémentaire pour les déclarations qui concernent l'année 2015, puisque les rectifications peuvent avoir lieu jusqu'au 30 septembre 2016. Sachez également que dans le cadre de la surveillance médicale individuelle des travailleurs, le médecin du travail peut demander la communication des informations que l'employeur déclare. Alors, la déclaration va permettre de transmettre les données utiles à la caisse de retraite, de sorte à ce que cette dernière puisse alimenter le compte pénibilité des salariés concernés en points. Et le salarié concerné va pouvoir utiliser ces points pour réduire ses conditions de travail. Et là encore, sur les conditions d'utilisation, nous avons eu des précisions, notamment en ce qui concerne la demande d'utilisation. Lorsque le titulaire du compte souhaite faire une demande d'utilisation de ces points, il va devoir remplir un formulaire homologué et ce formulaire devra contenir les modalités d'identification de l'assuré, à savoir son nom, date de naissance, adresse, etc., ainsi que le nombre de points qu'il souhaite mobiliser. Et selon la façon dont il souhaite utiliser ces points, s'il souhaite se former, il devra indiquer le titre de la formation professionnelle souhaitée. S'il souhaite utiliser ces points pour financer un complément de rémunération et réduire sa durée du travail, il devra alors indiquer le temps de travail actuel, le temps de travail souhaité, ainsi que la durée du travail applicable dans son entreprise ou établissement. Une fois qu'il a rempli cette demande d'utilisation, la caisse délivrera alors à l'assuré un récépissé. Alors, si le collaborateur souhaite utiliser ces points pour se former, alors à ce moment-là, le financeur de l'action de formation, qui pourra être l'organisme, bien souvent l'OPCA ou l'employeur, va prendre en charge le coût de la formation avant de se faire rembourser par la caisse de retraite. Le financeur va délivrer un récépissé au titulaire du compte qui a suivi sa formation pour justifier qu'il a bien suivi cette formation. Concrètement, les points du compte pénibilité seront transformés en heures de formation venant abonder le compte personnel de formation. Et le financeur va aussi devoir transmettre à la caisse une attestation sur laquelle figurera également les modalités d'identification du titulaire du compte, donc comme tout à l'heure, nom, prénom, adresse, date de naissance, mais également le justificatif comme quoi il a bien suivi effectivement cette formation ainsi que la durée de la formation, le nombre d'heures totales de la formation ainsi que son coût total, les heures de formation qui ont été financées par les points du compte pénibilité ainsi que le coût d'une heure et le coût total, et enfin les coordonnées de l'organisme qui prend en charge le coût de cette formation. Une fois ces données transférées via cette attestation, la caisse est alors en mesure de rembourser l'employeur ou l'OPCA, enfin l'organisme qui a pris en charge le coût de la formation, sachant que ce remboursement se fait à hauteur du coût réel de la formation, mais dans la limite d'un plafond qui a également été précisé, qui est de 12 € par heure. Si maintenant le titulaire du compte souhaite utiliser ces points pour financer un complément de rémunération et les cotisations qui y sont liées et réduire sa durée du travail, sachant que le temps travaillé devra être compris entre 20% et 80%
de la durée du travail applicable au sein de l'entreprise ou de l'établissement. À ce moment-là, si l'employeur valide sa demande, l'employeur va rédiger un avenant de temps partiel, de passage à temps partiel à son contrat de travail. Et un des textes publiés fin 2015 précise qu'un mois avant la date d'entrée en vigueur de cet avenant de passage à temps partiel, l'employeur devra transmettre par tout moyen à la caisse de retraite la copie de cet avenant de passage à temps partiel, ainsi que la copie des 3 derniers bulletins de salaire et le RIB de l'employeur. Alors, si à tout hasard en 2016, des titulaires du compte faisaient cette demande, il est demandé dans ce cas à ce que l'employeur transmette la copie des bulletins par trimestre. Ainsi, à chaque trimestre, à chaque échéance trimestrielle, l'employeur devra transmettre la copie des 3 derniers bulletins. La caisse remboursera l'employeur mensuellement suite à la transmission de ces informations. Concernant la 3e modalité d'utilisation des points, le financement de complément d'une majoration de durée d'assurance vieillesse afin de partir à la retraite avant l'âge légal, il n'y a pas eu de modification ni de précision apportée par les derniers textes publiés. Alors, en ce qui concerne cette utilisation, qui n'est pas neutre financièrement, l'employeur, en plus de son obligation de déclarer, va également avoir une obligation de financer. Et il y a 2 types de contributions. Une cotisation de base qui est due par l'ensemble des employeurs qu'ils exposent ou non un de leurs salariés aux facteurs de risque. Et cette cotisation sera effective à compter du 1er janvier 2017. En revanche, depuis le 1er janvier 2015, la cotisation additionnelle est applicable, est effective, et elle concerne les employeurs qui exposent au moins un de leurs salariés à un des facteurs de risque professionnel. Il a été précisé que le paiement de cette cotisation devra avoir lieu au plus tard au moment de la déclaration ou en cas de rectification, en même temps que celle-ci. Donc je vous rappelle que pour la déclaration, la date limite a été portée au terme de l'année civile et au titre de la paie du mois de décembre, avec une possibilité de rectification dans les 3 ans dans le cas de rectification en faveur du salarié et jusqu'au 5 ou 15 avril dans les autres cas. Alors pour les employeurs qui n'utilisent pas, qui ne sont pas encore passés à la DSN, la déclaration sociale nominative, il est également prévu des dispositions transitoires. Ces employeurs devront continuer à déclarer via la DADS, c'est-à-dire que selon la norme N4DS, ils devront déclarer les facteurs de risque professionnel, la période d'exposition et sur le DUX, la cotisation additionnelle. Je vais terminer cette présentation avec des précisions sur la fiche individuelle de suivi. Parce que si la fiche pénibilité a bien été supprimée, en revanche, il a été créé une fiche individuelle de suivi qui concerne les salariés qui ne sont pas susceptibles d'acquérir des droits au titre du compte pénibilité, mais qui sont pour autant bien exposés à un ou plusieurs facteurs de risque professionnel au sein de l'entreprise. Il devrait s'agir essentiellement des salariés qui seraient détachés dans votre entreprise et qui seraient exposés à ces facteurs de risque. Pour ces salariés, l'employeur devra établir une fiche individuelle de suivi sur laquelle il devra indiquer les facteurs de risque auxquels a été exposé le salarié. Alors l'employeur devra transmettre cette fiche, une copie de cette fiche aux salariés, aux titulaires au terme de chaque année civile. Et pour les salariés dont le contrat s'achève en cours d'année, il devra la transmettre au plus tard, au dernier jour du mois qui suit la date de fin de contrat. Il devra également conserver cette fiche pendant une période de 5 ans après l'année à laquelle elle se rapporte. On retrouve de grandes similitudes, vous en conviendrez, avec la fiche pénibilité qui a été supprimée. Enfin, sachez que dans le cadre de la surveillance médicale individuelle du travailleur, l'employeur, plus exactement la médecine du travail, sera dans la possibilité de demander à l'employeur la communication de ces fiches individuelles. Enfin, pour l'employeur qui n'établirait pas ces fiches individuelles, une sanction est prévue, une amende au titre des contraventions de 5e classe. Ainsi, de 1 500 € de pénalité pour une personne civile, 7 500 € pour une personne morale, appliqué à autant de fois que l'on retrouve le cas, autant de salariés qui seraient concernés et doublé en cas de récidive. J'ai terminé cette présentation et je vous remercie pour votre attention.
Comme vous pouvez le constater, les derniers textes qui ont été publiés fin 2015 permettent de finaliser la mise en œuvre du compte pénibilité, dispositif qui n'en reste pas moins assez complexe dans sa mise en œuvre. Je vais maintenant passer aux différentes questions que vous avez pu poser au cours de cette présentation. Alors, je vous demande juste un instant, je reprends ces questions. Alors, j'ai une première question sur le rappel des lois, décrets, références des publications. Sachez que vous aurez un retour sur notre site internet des questions-réponses qui ont été posées. Et dans ce cadre, je vous communiquerai l'ensemble des références des différents textes légaux qui ont permis la mise en œuvre du compte pénibilité. Alors, si on doit déclarer avec la paye de décembre, comment évaluer l'exposition concernant le mois de décembre, puisque le mois ne sera pas fini lorsque l'on finalise la paye? Alors, c'est en effet une bonne question. En fait, l'évaluation ne se fait pas au mois le mois, elle se fait de façon anticipée sur l'année en moyenne, c'est-à-dire que pour l'employeur se doit dans l'année d'évaluer chaque poste qu'il considère comme étant exposé à un ou plusieurs facteurs de risque professionnel et en moyenne sur l'année. C'est-à-dire que ça ne va pas se faire au mois le mois, ça veut dire que l'employeur est en mesure, quasiment dès le mois de janvier, d'estimer, c'est une estimation, un regard de l'activité qui est réalisée sur chaque poste, qui sont soi-disant concernés par les facteurs de risque, d'évaluer l'exposition et de vérifier en moyenne sur l'année si effectivement cela va dépasser les différents seuils. Dans ce cadre-là, même au mois de décembre, l'employeur est en mesure de connaître le salarié qui sera exposé, puisque l'idée, c'est pas de faire une évaluation de l'exposition au cas par cas, salarié par salarié, mais bien poste par poste. Et donc finalement, tous les salariés qui seraient rattachés à ce poste, eh bien, seraient d'office considérés comme exposés si vous avez évalué que sur ce poste, il y avait effectivement un dépassement du seuil concerné. Alors, ensuite, est-ce que la loi prend en compte les CDD précaires de moins d'un mois et cumulant les 900 heures sur l'année, ou sont-ils toujours exclus? Alors, les CDD, effectivement, qui sont inférieurs à un mois ne sont pas pris en compte. C'est-à-dire que même si le salarié, au cours de ce mois, est exposé à l'un des facteurs de risque professionnel, il ne sera pas pris en compte, il ne sera pas déclaré. Si vous déclarez avec la DADS, j'ai une autre question. Si vous déclarez avec la DADS, ça signifie que au titre de l'année 2016, vous avez déclaré avec la norme NKDS les facteurs de risque professionnel ainsi que la période d'exposition et sur le DUX, la cotisation additionnelle. Alors, ensuite, est-ce que les jours où le salarié est en congé maladie ou en congé doivent être pris en compte pour que le calcul du nombre en heures ou nuitées doit être pris en compte. Alors, les absences ne sont pas prises en compte dans le cadre de l'évaluation, puisque, comme je le disais tout à l'heure, en fait, l'évaluation se fait de façon en moyenne sur l'année, a priori, si bien que le salarié, même s'il a été absent au cours de l'année, on ne va pas proratiser le seuil, on ne va pas proratiser l'exposition, il n'y a pas du tout de notion de proratisation à ce niveau-là, on ne va pas en tenir compte. En revanche, la circulaire du 13 mars 2015 apportait cette seule précision, à savoir que s'il y a des absences qui remettent en cause l'exposition du salarié, et là il considérait les absences suffisamment longues, à savoir absence maladie, congé individuel de formation, congé sabbatique, alors dans ce cadre-là, l'employeur est en mesure de considérer que son salarié ne sera pas exposé. Volontairement, après avoir questionné la CNAV, ils n'ont pas voulu fixer de seuil pour que ce soit l'employeur qui apprécie la situation au cas par cas. Donc, pour information, ce sera uniquement les absences longues qui remettront en cause exposition. Toutes les autres absences, congés payés, absence maladie, qui seraient de courte durée, ne sont pas prises en compte. Sur le modèle de la fiche à remettre aux salariés, j'imagine qu'il s'agit de la création de la fiche individuelle de suivi dont je vous ai parlé.
Là, nous n'avons pas de précision, il n'y a pas eu de modèle. Ils n'ont pas non plus repris le modèle qui avait été fixé par un arrêté de 2012 pour l'ancienne fiche pénibilité. Nous avons questionné à ce sujet-là la direction de la sécurité sociale, mais nous n'avons pas encore eu d'informations. Donc pour le moment, il n'y a pas de modèle à disposition, vu que l'employeur doit la remettre au terme de chaque année civile pour ceux qui sont là présents toute l'année. Ça pose pas trop de problèmes, mais effectivement, il faudra une information de la part du gouvernement assez rapide pour ceux qui doivent remettre la fiche au plus tard dans le mois qui suit la date de fin de contrat. Si toutefois il n'y avait toujours pas de précision, les textes indiquent simplement que l'employeur doit communiquer aux salariés les facteurs de risque auxquels il a été exposé. À défaut de précision, vous pouvez reprendre le modèle qui a été abrogé mais qui était présent pour la fiche pénibilité de l'arrêté 2012. Alors, si un salarié n'acquiert pas de points, mais est exposé, par exemple, du fait de la durée de son contrat, faut-il faire une déclaration ou une fiche pour ces salariés? Alors, j'imagine que ce sont des salariés qui seraient titulaires d'un contrat de travail d'une durée inférieure à 1 mois, qui seraient exposés, mais pour lesquels, effectivement, il n'y a pas d'acquisition de points. Pour ces salariés, il n'y a pas de déclaration non plus à effectuer. Alors, est-ce que cette fiche est à fournir pour tous les salariés? Même si elle est vide, non, elle n'est à fournir que pour les salariés qui sont susceptibles d'acquérir, qui sont pas susceptibles d'acquérir des points, des droits au titre du compte pénibilité, mais qui pour autant sont exposés. Lors d'un départ en cours d'année, la déclaration se fera-t-elle automatiquement via la DSN le mois de départ? Alors, je ne sais pas ce que vous voulez dire par automatiquement, mais si effectivement la déclaration se fera via la DSN, alors en DSN, il n'y a pas nécessité d'indiquer, de déclarer les périodes d'exposition, puisqu'elles se déduisent via les modalités déclaratives. En revanche, il faudra indiquer les facteurs de risque professionnel. Et effectivement, au titre du mois de départ du collaborateur, il faudra le faire. Alors, automatiquement, il me semble que ce sera une manœuvre à effectuer, une déclaration à effectuer, et que ce ne sera pas automatiquement. Mais là-dessus, on n'a pas encore toutes les précisions en titre de la DSN pour que je puisse vous répondre complètement. Alors, vous parlez de corriger dans les 3 ans les erreurs, mais comment faire ces corrections via la DADS directement ou en contactant la CNAV? Les corrections, à mon sens, sont pas effectuées via la DADS, mais ce sera effectivement en contactant la CNAV. Il faudra faire une rectification. Il y a des mesures qui sont prévues rectificatives via la DSN, ça c'est sûr. En revanche, via la DADS, N4DS, norme N4DS de cette année, j'ai pas encore les textes permettant de préciser effectivement ces modalités correctives. Si de toute façon, comme pour les autres corrections qui s'effectuent via la N4DS, il y a des fiches de correctives pour modifier la déclaration N4DS, et puis pour le DUX, il y a également il faudra effectivement à ce moment-là contacter directement l'URSSAF pour modifier la déclaration. Et à mon sens, rien n'empêche de contacter la CNAV si effectivement c'est d'ici le délai des 3 ans et qu'on se rend compte, mettons au bout des 3 ans de l'erreur réalisée et que ça fait un délai trop long. À mon sens, une communication auprès de la CNAV sera nécessaire. Pour le moment, on n'a pas énormément de précisions sur les modalités de rectification. Alors, pour les salariés multi-employeurs, comment ça se passe pour les salariés multi-employeurs et qui occuperaient un même poste? Alors, j'imagine un même poste exposé auprès de plusieurs employeurs. Dans ce cas, chaque employeur va effectuer une déclaration des facteurs de risque et de la période d'exposition, contrat par contrat. Donc, chaque employeur va déclarer son salarié au titre des facteurs auxquels il est exposé. Alors, je crois que je commence à avoir fait le tour des questions. Alors, pour les salariés à temps partiel, il n'y a pas de disposition particulière pour les salariés à temps partiel. Ils seront déclarés au même titre que les salariés à temps plein, de la même façon. Il me semble avoir fait le tour des questions. Toutefois, si j'en ai oublié,
Je prendrai le temps de reprendre ces questions et une fiche vous sera transmise via notre site internet. Je vous remercie pour votre attention et puis pour votre participation active et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.